Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo box que je suis très content de tourner parce que ça fait un moment que j'ai pas comme ça parlé de boxeurs très importants historiquement. Et aujourd'hui, on va parler d'un type que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Rubén Olivares, surnommé El Puas, qui veut dire le hérisson. C'est un type qui est un boxeur exceptionnel. Je vais un petit peu juste vous mettre l'eau à la bouche tout de suite avant de rentrer dans les détails. Mais c'est l'un des meilleurs Mexicains de l'histoire, l'un des plus grands en tout cas à minima. Très certainement dans mon top 2 ou mon top 3 des plus grands Mexicains de l'histoire, devant Canelo, derrière sûrement Sanchez et Chavez. C'est l'un des plus grands poids coqs de l'histoire. En gros, numéro 1, numéro 2, numéro 3, dans près tous les classements valides. C'est un type qui a combattu dans l'une des ères les plus compétitives des poids coqs, sur 130 ans d'histoire, hein, globalement, on va dire que les poids coqs débutent dans les années 1890. Et pourtant, c'est une époque qui est assez méconnue, avec d'autres avec d'autres grands noms de légendes hein, dont on va un peu parler ici. C'est un type qui avait réussi à mettre des séries de KO vraiment impressionnantes. On va y revenir, hein, mais il a mis une série de 24 KO, suivi d'une série de 30 KO. Et on pourrait penser qu'il affrontait que des chauffeurs de taxi. C'est pas le cas. On va détailler un peu. Alors évidemment, il affrontait des gens qui étaient pas bons. Il affrontait des gens qui étaient aussi vraiment très bons. C'est qui plus est un type qui est toujours en vie. C'est maintenant, avec le décès de Josh Foreman, on peut le dire, Olivares est l'un des meilleurs boxeurs, est encore en vie, en tout cas l'un des plus grands. Aux côtés, je pense, de Fighting Harada, de Larry Holmes, de Roberto Duran. Mais il est vraiment tout en haut, et c'est avec ces noms-là que Rubén Olivares doit être comparé. Et malgré tout, c'est un type qui est tombé vraiment dans l'oubli, dont on entend honnêtement pas trop parler actuellement. Même dans la liste des meilleurs Mexicains, Chavez et Canelo sont évidemment très populaires. Sanchez, c'est mine de rien fait une grande popularité aussi ces dernières années, notamment parce que des interviews de grands boxeurs faisant son éloge en sont sortis. Je pense notamment à Ron Jones, à Roy Jones pardon, et à James Toney. Et Olivares, quelque part, c'est celui qui passe un peu entre les mailles de ce filet, alors qu'il a vraiment rien à envier à tous les grands noms qu'on a cités aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui je vais décrire un petit peu la carrière de Rubén Olivares, et surtout la carrière poids coq. On verra qu'il a aussi une carrière en poids plume qui est assez intéressante, sur laquelle je reviendrai un peu moins en détail, notamment parce que c'est surtout sur le côté poids coq que j'ai envie d'insister ici, et parce que vous trouverez déjà sur YouTube des gens qui parlent de cette période poids plume de façon assez complète en fait. Donc globalement, Olivares, donc c'est un Mexicain, il s'appelle Rubén, il naît le 14 janvier 1947 à Mexico, et le début de la vie de Rubén, c'est quelque part un début assez classique qu'on pourrait s'attendre lorsqu'on raconte l'histoire de boxeurs. Un type qui naît dans un quartier de Mexico qui est pas ultra affamé, quoi. Donc globalement, voilà, c'est un peu la rue, hein, littéralement. Il a un père, malgré tout, qui a fait un petit peu d'entrepreneuriat, vraisemblablement dans la construction de bâtiments, construction de maisons, et qui s'en sort pas si mal. Donc en fait, il faut savoir que Rubén n'est pas un type qui est si pauvre que ça. Maintenant, socialement, on n'est quand même pas tout en haut de l'échelle sociale. En tout, leurs parents auront 12 enfants, dont 6 qui vont mourir prématurément, ce qui est en général pas un gros indicateur d'un niveau social. Rubén va très souvent se battre dans la rue avec d'autres enfants. Il va avoir beaucoup de soucis à l'école aussi, à la fois à cause de baston et parce qu'il n'était pas très bon en cours. Donc ça fait qu'il ira vraiment pas très loin dans le système scolaire. Et que voilà, ce sera pas le très bon élève de la classe, quoi. Et malgré le certain succès hein, que rencontre son père, et donc le fait que clairement a priori Rubén on va dire, ne mourait pas de faim lorsqu'il était jeune, bon, c'était pas non plus la grande richesse. Évidemment, c'est un contexte qui est très propice pour faire un boxeur d'exception, un type qui va du coup pouvoir déjà développer des instincts de combattant lorsqu'il est jeune et qui va pouvoir combattre un peu avec la rage au ventre pendant toute sa carrière. Et il y a un peu de ça dans Olivares. Ce qu'il faut noter, c'est qu'Olivares, il arrive à une époque où la boxe au Mexique commence à être populaire, mais elle n'est pas tant que ça. Les années 60, c'est là où on a les... Alors, on a déjà eu quelques boxeurs mexicains par le passé. Hein. Dans ma tête, ça remonte à partir des années 30. On se peut avoir des boxeurs comme Baby Arizmendi, par exemple, qui se mettent à devenir un peu populaires au Mexique. Mais c'est vraiment dans les années 60 qu'on commence à avoir une première explosion, avec des noms comme José Medel, dont on va reparler plus tard, ou encore Vicente Salvidar. Et c'est dans les années 70 qu'on va avoir le premier gros agent mexicain, avec énormément de noms dans quasiment toutes les catégories de Mexicains qui vont prendre des titres pendant très longtemps. Je pense à Pino Cuevas, je peux penser à José Napolis, même s'il était d'origine cubaine, Carlos Zarate, Alfonso Zamora, Rafael Herrera, Rodolfo Martinez. Et donc voilà, on va avoir une certaine hégémonie du Mexique. Et Olivares, lui, il grandit dans les années 50, qui sont en fait des années où cette hégémonie n'a pas encore eu lieu, et surtout où le boom mexicain n'a pas encore eu lieu non plus. Donc on a quand même des noms mexicains,
euh, mais la boxe n'est pas le sport populaire, en tout cas clairement pas aussi populaire que ce qu'il est actuellement au Mexique. Ce qui fait donc que son premier intérêt, c'est être le football, à notre ami Olivares. Football qui va rapidement abandonner, puisque de ce que j'ai compris, il avait un type un peu plus âgé avec qui il s'entendait bien, qui était boxeur. Et de temps en temps, il allait le voir combattre dans un stade au Mexique. Enfin, un stade, probablement plus une petite salle, hein. Et puis un jour, voilà, ce gars-là était en train de gagner son combat tranquille, et puis le dernier round, il perd par KO. Et là, Olivares de voir son ami, son idole, qui est en train de gagner un combat, et puis qui, en un instant, se met de KO et perd son combat, ça crée un truc en lui, et il commence à avoir une certaine passion pour le sport. Donc il arrive rapidement dans les portes, enfin il ouvre assez rapidement les portes d'une première salle au Mexique, et il va tomber sur un entraîneur qui s'appellera Manuel Cielo Calillo, que je connais pas, outre mesure. Donc il faudrait que je me renseigne pour savoir s'il a coaché plus de grands boxeurs que ça. Je ne sais pas exactement combien de temps Calillo va rester l'entraîneur d'Olivares, puisque son entraîneur le plus connu, c'est un certain Cuyo Hernandez, qui est l'un des meilleurs entraîneurs mexicains de l'histoire, si ce n'est le meilleur, peut-être avec Bernstein, en tout cas certainement meilleur que Reynoso par exemple. Et c'est un type qui, dans les années 70 et 80, a globalement coaché tous les grands Mexicains, en fait. Je crois même que c'est lui qui a commencé à coacher Finito Lopez, même si Lopez a plutôt combattu dans les années 90. Et on peut le dire que Olivares va être le premier gros boxeur que va entraîner Hernandez. Donc les deux vont beaucoup monter en fait, pendant la carrière d'Olivares. Reste que bon, j'ai pas trouvé exactement quand est-ce qu'il y a eu le changement d'entraîneur. Peut-être au passage en pro, j'en sais trop rien. En tout cas, Olivares va quand même avoir une petite carrière amateur qui sera bonne, mais pas non plus ultra couronnée de succès. Il arrivera quand même à gagner les Golden Gloves, ce qui est très bien, surtout qu'il les gagnera seulement 6 mois après avoir commencé à s'entraîner, ce qui témoigne quand même du grand talent du garçon. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, les carrières amatrices étaient un peu moins importantes qu'actuellement. On commençait dans les années 60 à avoir des gens qui gagnaient les JO, qui ensuite passaient pro et faisaient des très belles choses en pro, mais c'était loin d'être systématique. Et Olivares lui voudra faire les JO de 64. De ce que j'ai vu, il les fera pas parce qu'il perdra en finale des qualifications pour les JO, donc pour les Jeux. Reste que j'ai pas trouvé en fait contre qui il perdait parce que il était poids mouche à l'époque Olivares, hein, je l'ai pas précisé. Et j'ai regardé en poids mouche, pas de Mexicain dans le tournoi de 1964, qui était les Jeux de Tokyo. Donc je sais pas trop contre qui il perd. Reste que il ne fera pas les JO. Il aura également quelques victoires, mais c'est quelques défaites en amateur, notamment contre un certain Octavio Gomez, qui va retrouver en pro un peu plus tard. Reste que bon, on est donc en 65, Olivares est encore très jeune, et il décide de passer pro, puisque en amateur, il a vraiment du mal à exploser comme il aurait voulu exploser. Et puis de toute manière, on l'a dit, on est à une époque où on passe quand même pro assez facilement. Donc voilà, on est en 65, et puis, même pas en 64, pardon, et puis Olivares. Attendez, je dis une bêtise, oui je dis une bêtise, on est bien en 65 pardon, et Olivares passe donc professionnel, en janvier 65. Le début professionnel d'Olivares, il se fait donc en poids mouche, il va monter en poids coq quelques années plus tard, vraiment autour de 67, et il est quand même assez tonitruant, son arrivée en poids mouche. Globalement, pour vous donner des chiffres, son arrivée c'est 24 combats, 24 victoires et 24 KO. C'est bien, si jamais il faut le préciser. On est sur un type qui a un début de carrière qui est vraiment fantastique. On pourrait questionner la qualité des noms qu'il affronte dans cette période-là. Et c'est vrai que, il affronte beaucoup de gens qui sont à leur début pro, il affronte beaucoup de gens qui parfois ont des palmarès qui n'ont pas l'air si mauvais, mais en fait, quand on creuse, c'est pas forcément des gens qui ont fait grand-chose. Et il combat principalement au Mexique. Il va plus tard vraiment s'exporter aux États-Unis, et notamment au Forum, à Inglewood, on y reviendra. Mais à ce moment-là de sa carrière, il combat encore beaucoup au Mexique, dans des cartes assez locales. Reste que, on est quand même un peu obligé de dire que oui, c'est quand même une certaine domination qu'il est en train d'exercer sur son environnement, et c'est pas rien d'être un boxeur aussi dominant. Pour aller un petit peu plus loin dans les chiffres, après cette série de 24 KO, il gagnera une fois par décision. Il renchaînera 2 KO, il aura une égalité. Donc voilà, vraiment, on voit que c'est le déclin pour Olivares. Et puis ensuite, il renchaînera 30 KO. Donc c'est pas rien, et je crois qu'il est parmi les 2 seuls boxeurs de l'histoire avec Zarate à avoir des séries de plus de 24 KO, si je dis pas de bêtises. Zarate qui avait dû en faire pareil 25 puis 30, un truc comme ça. Donc c'est très très gros. Enfin, il était en 52-0 pour 51 KO à un moment, donc il me semble qu'il avait enchaîné plus ou moins 20 et 30 KO, quoi. Donc c'est vraiment énorme ce qu'est en train de réaliser Olivares dans ce début de carrière. D'autant plus que le type contre qui il va aller au point une fois, qui s'appelle donc Felipe González, et le type contre qui il va avoir une égalité, Bastidas, qui ne sont pas des boxeurs qui sont aussi réputés outre mesure,
Olivares va les reprendre lors des revanches et va tous les deux les arrêter. Donc c'est un type qui est vraiment exceptionnel. Et dans cette série de 30 KO, Olivares monte en poids coq, il garde toujours sa force de frappe énorme et il va se mettre à affronter des gros noms. Il faut savoir peut-être que le style en fait, de combat d'Olivares, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, on a vu que c'était un type qui frappait très fort. C'est en fait un style qui est assez équilibré, qui globalement, Olivares c'est un type qui sait vraiment bien boxer. On va le revoir un peu plus tard dans sa carrière, là il n'a pas trop besoin de compter sur ses talents de boxeur, parce qu'il a de la foudre dans les poings, mais c'est un type qui boxe très bien, et qui a particulièrement un crochet gauche vraiment fantastique. C'est son arme principale, celle avec laquelle il met la majorité de ses KO. Malgré tout, il a aussi une excellente droite, un excellent hypercut. C'est un type qui globalement avance, globalement essaie de combattre en mi-distance. Et ça fait que c'est un type qui est toujours dans des combats assez intéressants. Voilà, c'est un type qui va chercher le contact. De toute façon, quand on voit autant de KO, on peut s'en douter. Le premier gros nom qu'il va affronter, c'est pas loin après avoir réalisé une égalité contre Bastidas. C'est contre un certain Uchi Wakamaru Harada. Ça vous dit peut-être quelque chose ce nom, puisque Harada, c'est le même nom que le légendaire combattant japonais Fighting Harada. Et en effet, Uchi Wakamaru, c'était son petit frère. Et même s'il n'a pas eu une carrière aussi importante qu'à ce qu'a pu avoir Fighting Harada, dont je vais rapidement parler plus tard, ça restait un type qui était vraiment un gatekeeper, un type qui a été, je crois, classé une seule fois dans le top 10 selon The Ring Magazine, en coq, mais qui en fait est resté un bon top 15 pendant facile 4-5 ans. Et c'était ce gars qui avait beaucoup de victoires, qui avait aussi beaucoup de défaites, mais passé le petit frère Harada, c'était quand même montré qu'on avait un standing dans la division. Et c'est ce qu'offre Olivares, en le mettant KO au deuxième round en 67. Il va continuer derrière en affrontant Salvatore Burini, qui était un ancien champion poids mouche italien, que Harada va mettre KO en 3 rounds. C'est un type au moment où qu'Olivares va mettre KO en 3 rounds. Au moment où Olivares l'affronte, Burini il est en 94 victoires pour 8 défaites. Et il n'a pas perdu depuis un petit moment. Burini, c'est l'un des plus grands boxeurs italiens de l'histoire, avec genre Benvenuti et Loi. Donc le mettre KO de façon aussi affirmée, c'est vraiment quelque chose. Il faut savoir que Burini sera tellement dégoûté de la défaite qu'il refusera de sortir de son vestiaire après le combat pour venir répondre aux questions des journalistes. Après, il mettra aussi KO un certain Kid Gavilan, qui n'est pas le ancien champion poids welter cubain dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Bon voilà, c'est marrant de marquer qu'il a battu un Kid Gavilan, mais c'était pas un très très bon boxeur du tout. Il a affronté Octavio Gomez, qu'il a battu par KO également. Octavio Gomez, j'en ai hésité de parler tout à l'heure, c'est un type qui avait battu donc Harada en amateur. Et Gomez, c'est loin d'être un boxeur qui a une mauvaise carrière en pro. C'est un type qui, notamment, a pu battre Katsuyoshi Takayama, qui était un excellent poids mouche japonais, qui n'est malheureusement jamais devenu champion du monde, mais qui a fait des très très gros combats contre Horacio Acavallo. C'est un type qui était vraiment excellent au moment où Gomez le prend. Takayama est en 38 victoires pour 2 défaites. Il va affronter Fred Torres, contre qui perdra, on va y revenir. Il arrivera également donc à perdre contre Ben Olivares, mais il va avoir un très très bon run durant les années 70. Il va notamment affronter Rafael Herrera, il va affronter Bernardo Villacampo, même si Villacampo était sur la fin. Il va affronter Rodolfo Martinez, il va affronter Orlando Amores, il va affronter Artefi, il va affronter Alexis Arguello, il va affronter Dani Lizel Red Lopez. Donc Gomez, c'est un vrai bon boxeur. Il va affronter Eder Joffrey aussi, j'ai oublié le meilleur du lot. Donc c'est un vrai bon boxeur qui avait donc battu Olivares en amateur. Et Olivares, il va prendre sa revanche en le mettant KO en 5 rounds. Il a continué encore cette prise en puissance en affrontant José Medel. Et là, c'est peut-être intéressant du coup de faire un peu un bilan de qu'est-ce que donnait la catégorie des poids coqs durant les années 60. Globalement, on l'a dit, c'est l'une des générations où la catégorie des poids coqs avait le niveau le plus relevé. Elle commence avec Eder Joffrey, qui devient champion au début des années 60, qui va avoir un règne vraiment d'une main de fer sur la caté, où il va battre d'excellents challengers à la suite, notamment José Medel, qui va battre, si je ne m'abuse, 2 fois pour le titre. Derrière, il va perdre son titre contre Fighting Harada, donc cet excellent combattant japonais. Harada va défendre son titre 4 fois, notamment contre Medel et notamment contre Alan Rudkin, dont on va reparler, et contre Eder Joffrey. Puis il va perdre contre Lionel Rose. Et Lionel Rose, lui, va s'installer comme étant le champion, et comme étant un champion particulier qui en fait crée un peu à la chaîne des champions sans couronne. Puisqu'il va défendre son titre contre Alan Rudkin, mais beaucoup de gens considèrent que la décision est un peu serrée, et donc Rudkin pourrait être champion sans couronne. Il va défendre son titre contre Takao Sakurai, qui était un type qui avait gagné la médaille d'or au JO de Tokyo en poids coq. Et encore une fois, on considère que la décision aurait pu aller à Sakurai. Et puis, il va redéfendre son titre contre
merde, c'est comme ça, je sais plus qui c'est par cœur, et contre Chucho Castillo, qui était un Mexicain, et ont encore beaucoup considéré que Castillo avait gagné ce combat. Qui plus est, on rajoute à ça le fait qu'on ait José Medel, qui est donc un excellent combattant mexicain de toutes les années 60, l'un des types les plus sous-estimés, je pense, de toute l'histoire du Mexique actuellement, qui était tellement bon qu'en fait c'est le combat ou les combats références d'Eder Joffrey avec Fighting Garada. Un type qui était tellement bon qu'il a été donc 3 fois challenger, malheureusement les 3 fois il a perdu, dans une ère ultra compétitive, on l'a dit. Eder Joffrey, Fighting Garada et Olivares, c'est 3 mecs qui sont considérés dans le top 5 des meilleurs pro coqs de l'histoire. Allez, top 10. C'est un type qui va mettre KO Fighting Garada avant qu'Garada soit champion. Et ce sera le seul défaite par KO qu'aura Fighting Garada toute sa carrière jusqu'à son dernier combat, où il sera également arrêté. Et c'est un type qui avait une réputation de manger du japonais à l'appel, pardon. Je crois qu'il était en 8 victoires pour 0 défaite contre le japonais. Et c'est un type qui était tellement bon que dans le grand manga Ashitanojo des années 70, donc fin des années 60, début des années 70, le champion du monde mexicain qui s'appelle donc José, j'ai oublié son nom de famille, est un type qui est modelé sur José Medel. La preuve, ils ont le même nom. Donc c'est pas rien, hein, quand même, en gros c'est littéralement le Ricardo Martinez, mais 40 ans avant quoi. Et autant Ricardo Martinez est modelé sur Ricardo Lopez, qui a aussi battu des japonais à l'appel, autant le José est modelé sur José Medel. Donc c'est quand même pour donner un peu la prestance de ce gars-là, qui a aussi été champion mexicain des poids coqs pendant énormément de temps. C'est l'un des gros pionniers de cette catégorie. Et José Medel va s'incliner par KO contre Fighting Garada. Certes, c'est sur le tard de la carrière de Medel, il faut le dire. C'est quand même une grosse performance. Il va derrière enchaîner en battant Kazuyoshi Kanazawa, qui était un boxeur japonais qui commençait à faire pas mal parler de lui, et on va voir que Kanazawa va avoir une sorte de résurrection miraculeuse. Hein. Là, on est en début de l'année 69, et Harada détruit Kanazawa en à peine 2 petits rounds. Et ensuite, il va avoir une autre grosse victoire contre Takao Sakurai. J'en ai déjà parlé, Takao Sakurai, donc c'est le gars qui a remporté l'or au JO de Tokyo en 64, qui avait perdu de manière extrêmement serrée contre Lionel Rose. C'était à ce moment-là la seule défaite de Sakurai, et beaucoup considéraient que Sakurai était un des champions sans couronne de la catégorie, parmi les autres champions sans couronne. Takao Sakurai va affronter Ruben Olivares, et Olivares va mettre KO Sakurai en 6 rounds, donc c'est la première défaite par KO de Sakurai, et ce sera sa dernière, puisque suite à ça, il prendra encore quelques victoires avant de se retirer, même pas un an après. Tout ça, ça quand même indique la montée en puissance apparente d'Olivares, qui affronte Sakurai pour une sorte de demi-finale mondiale, donc essentiellement le vainqueur était censé avoir une possibilité, une chance d'affronter le champion australien Lionel Rose. Et donc avec cette victoire, ce sera Olivares qui pourra affronter le champion. Il commence déjà à ce moment-là à combattre au Forum, donc à Inglewood, en Californie. Et c'est un endroit où Olivares va devenir extrêmement populaire, notamment, comme on l'a dit, pour son style de combat, notamment parce qu'il est excellent, mais notamment parce que c'est un type qui a une vraie personnalité qui est plaisante, en fait. Olivares, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais c'est un type qui est très extraverti, qui est un peu une grande bouche, qui est très fêtard, qui semble un peu accessible en même temps. C'est un peu un bon vivant, c'est un type, voilà, il fait la fête, il boit de l'alcool, et ça fait que c'est une personnalité que les gens aiment bien. En même temps, il va être un peu arrogant, il va être un petit peu provocateur, mais il reste très humble, et très respectueux d'énormément de ses adversaires, notamment contre Lionel Rose, qui va vous douter, il va gagner par KO au 5e round, donc pour devenir champion WBC, WBA et The Ring des poids coqs, donc champion en contesté des coqs. Et le combat se fera donc en Californie. À la suite du combat, Lionel Rose ira voir Olivares ira voir Lionel Rose dans les vestiaires en l'embrassant, en lui faisant un câlin, en lui disant que c'était un super combattant, qu'il est très très fier d'avoir pu l'affronter, que juste il n'avait pas de chance parce que Lionel Rose n'avait pas une force de frappe suffisamment forte pour pouvoir vraiment gagner le respect d'Olivares, qui a du coup pu un peu mettre la marche en avant et tranquillement le mettre KO. Mais que vraiment, il était extrêmement fier d'avoir affronté un tel adversaire, qu'il pouvait venir au Mexique quand il voulait, s'il avait besoin de quoi que ce soit, Olivares pourrait l'aider, que voilà, ça, la maison d'Olivares était aussi la maison de Lionel Rose. Et donc cette attitude extrêmement respectueuse en fait aussi un type qui est en fait très respecté et très apprécié. Et donc à ce moment-là, on se met à avoir un boxeur, on se dit, on va peut-être avoir un champion poids coq qui va avoir une grosse période en tant que champion, parce que
la manière dont il a décimé énormément de contenders qui sont pourtant très bien considérés, comme Gomez, comme Burini, comme Kanazawa, comme Medel, comme Sakurai, et la manière dont il a décimé Lionel Rose, on se dit qu'on tient peut-être en fait vraiment l'un des meilleurs poids coqs, en tout cas un type qui peut promettre d'être l'un des meilleurs poids coqs de l'histoire. Ces promesses, il va les tenir, puisqu'Olivares, en plus de ça, va être un champion extrêmement actif. On est loin des gens actuellement qui défendent leur titre une fois tous les ans. Olivares va défendre son titre en gros tous les 4-5 mois, avec souvent un ou deux combats entre, et systématiquement contre des excellents adversaires. Puisque qu'est-ce qui fait que cette catégorie, au moment où Olivares devient champion, est si intéressante? On l'a dit, c'est qu'il y a une multitude de champions sans couronne. Entre Alan Rudkin, entre Sakurai, entre Chucho Castillo, et même un dernier que j'ai oublié de présenter qui s'appelle Jesus Pimentel, dont j'ai parlé quand Olivares l'affrontera. On a 4 noms qui ont tous, de façon un peu légitime, la prétention de pouvoir être le champion poids coq. Et là où Olivares va être vraiment impressionnant, c'est qu'il va tous les prendre et il va gagner contre tous ces gars-là, de façon en vrai assez satisfaisante. Sakurai, on l'a déjà dit, il l'a pris pour son élimination pour le titre. Sa première défense, ça va être contre Alan Rudkin. Rudkin, c'est un Anglais qui est très bon, qui est allé au point contre Fighting Harada, même s'il perd le combat, il n'y a rien à dire. Mais il est allé au point en 15 rounds lorsqu'Harada était champion. Il est allé au point contre Lionel Rose, et on l'a dit, la discussion, et voilà, on pourrait le donner ce combat à Rudkin. Olivares va mettre KO Rudkin en 2 rounds. Dès le premier round, il va le mettre à terre, et au deuxième round, il va terminer l'affaire. Il va le détruire. C'est pas tout, derrière, il va prendre Chucho Castillo, qui était l'autre un peu boxeur qu'on aurait pu décrire comme étant le champion poids coq. Castillo, c'est un type qui, la rivalité Castillo-Olivares, elle va être très importante. Ça va être un peu les combats références d'Olivares en poids coq, parce que Castillo, c'est vraiment un excellent boxeur qui s'oppose à Olivares sur énormément de choses. C'est un type qui, par rapport à Olivares, qui est très extraverti, très avenant, lui est assez timide, assez discret, un peu spartiate dans sa manière de s'entraîner, et qui va être assez froid avec les journalistes, va pas trop s'étendre, pas trop faire la fête. C'est le type, j'exagère un peu, qui se couche à 18h et qui se lève à 4h pour aller courir, quoi. C'est Castillo. Et donc les deux, en termes de personnalité, vont vraiment déteindre. Et ça fait que c'est un affrontement qui passionne un peu. En plus, pour la première fois, je crois, on a vraiment deux gros Mexicains. Enfin, c'est un peu la première super affiche entre deux Mexicains, quoi. Et donc voilà, ce combat interroge beaucoup. Et globalement, Olivares va dominer ce combat. Il n'arrivera pas à mettre KO Castillo, qui, comme on l'a dit, frappe quand même fort et est quand même un excellent boxeur. Mais il va remporter une décision assez large. Malgré tout, Castillo va mettre sur les fesses Olivares au 3e round. Il va globalement le surprendre un petit peu. Olivares ne s'attendait pas à se faire cuire comme ça. Il tombe, il n'est pas vraiment blessé, il se relève. Il temporise la fin du round et puis les rounds suivants, on fait comme si rien ne s'était passé. Reste que le fait qu'on ait quand même un type qui arrive à mettre Olivares sur les fesses. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'il prend un down. Ce serait pas étonnant que dans tous les combats qu'il a fait, il se soit déjà pris un down auparavant. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'il s'en prend un. En tout cas sur la scène internationale. Ça fait que les gens vont vouloir une revanche contre Castillo. Et là, mine de rien, ça fait à peine 2 ans qu'Olivares est champion, même pas, ça fait à peine 1 an. Il a déjà décimé beaucoup de challengers, que ce soit dans sa montée au titre ou en tant que champion. Et donc en fait, la revanche fait plutôt sens. Olivares, lui, l'homme de parole, dit que de toute manière, il donnera la revanche à qui il veut, quand il veut, où il veut, parce que lui, son but, c'est en tant que champion, c'est de défendre contre les meilleurs challengers, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Castillo m'a mis sur les fesses, c'est vrai, il veut la revanche, il aura la revanche. Et donc un combat qui, comme ça, paye pas trop de mine, en fait, va donner lieu à une revanche qui va être un combat extrêmement compliqué pour Olivares. Et qui est quelque part cool parce que ce sera l'occasion pour Castillo d'avoir un peu le couronnement qu'il aurait mérité contre Lionel Rose. Puisqu'en fait, globalement, ce combat, ça va être un peu une course contre la montre pour Olivares, qui va, dès le premier round, subir une coupure très grave et assez profonde sur son arcade gauche. C'est pas vraiment clair de savoir si cette coupure a pour origine un coup de poing ou un coup de tête. Olivares dira que c'était un coup de tête de Castillo, et donc que c'était pas très juste. Castillo dira que c'était un de ses coups de poing, et donc c'était tout à fait juste. Bon, évidemment, voilà, le perdant dit que c'était pas juste et le gagnant dit que ça l'était. Reste que cette coupure va beaucoup endommager Olivares, qui est toujours un peu sous la menace de voir le combat se faire arrêter. Je sais pas trop s'il aurait pu arrêter le combat au bout du premier round et faire un no contest comme c'est le cas parfois ici. Reste que ça s'est pas fait, les rounds défilent et c'est compliqué pour Olivares qui doit réussir à jongler entre en même temps prendre des rounds, parce que le but c'est quand même de gagner à la fin, donc pas trop en laisser à Castillo, mais en même temps faire gaffe à sa blessure, qui à la fois, parce que s'il se jette trop dans la bataille, Castillo va trop l'abîmer, donc en même temps il faut qu'il la protège un peu. Bon voilà, il marche un peu sur des œufs durant ce combat-là.
Et il fait un combat qui est pas si mauvais, hein, puisque à l'entame du 13e round, enfin l'entame du 14e, pardon, il y a deux juges qui donnent 6 rounds Castillo, 6 rounds d'Olivares et un round égalité. Et il y a un juge qui donne 6 rounds d'Olivares, 7 rounds Castillo. Donc ça veut dire que si Olivares prend un round et une égalité, il gagne le combat. S'il prend les deux derniers, il gagne le combat. Et sinon, il perd le combat. Mais ça reste un combat qui est vraiment serré jusqu'au bout et qui est vraiment dur quoi, pour Olivares parce que plus que Castillo, il affronte la montre en fait. Reste qu'au 14e, l'arbitre met un time-out une énième fois, le docteur inspecte la coupure de Olivares, il la juge comme étant trop profonde et il arrête le combat, ce qui donc Castillo inflige alors sa première défaite en carrière à Olivares, et qui plus est par arrêt de l'arbitre au 14e round sur une coupure infligée dès le début du combat. Et comme je disais, c'est un combat qui techniquement va permettre de donner une belle à l'une des plus grandes trilogies mexicaines de l'histoire, ce qui est bien. Hein, je sais pas, c'est un peu Barrera Morales avant l'heure, hein, ces combats-là. Bon, je pense quand même que Barrera Morales sont des meilleurs combats, mais c'est quand même une très très bonne trilogie importante historiquement. Donc grâce à ça, on va avoir notre trilogie, ce qui est cool. Ça permet à Castillo de vraiment devenir champion comme il l'aurait mérité, c'est cool aussi. C'est triste pour Olivares, qui fait vraiment une bonne performance dans ce second combat et qui n'est pas récompensé avec autant de choses qui sont contre lui. Bon. Reste que, on s'en doute, comme je l'ai dit, ça va mener à une belle. Globalement, dans cette belle-là, Olivares va jouer un combat beaucoup plus prudent. Et on a peut-être pour la première fois un Olivares qui va utiliser peut-être un peu plus ses capacités de boxeur que ses capacités de puncher. Il va un peu moins aller à l'échange, les gens vont un peu moins apprécier le combat que fera Olivares parce qu'il ne donnera pas le sang. Ce qui fait aussi que la trilogie est peut-être est assurément moins bonne que Morales Barrera. Reste que bon, malgré tout, encore une fois, il se fera surprendre par Castillo, il ira au sol dans le 6e round. À part ça, Olivares va remporter la grande majorité des rounds dans un combat qui finalement passionnera pas tant que ça les foules. Mais Olivares redeviendra champion. La suite des carrières pour Castillo est pas excellente, hein, c'est globalement un déclin. Pour Olivares, on n'en est pas encore là. Suite à ça, il va affronter un certain Alacrán Efren Torres, qui était le premier champion poids mouche mexicain, un type qui frappait terriblement fort. Olivares va l'affronter et le mettre KO en 4 rounds. C'était pas pour le titre, c'était un combat sans titre en jeu. Ce qui, on va dire un peu pour la défense de Alacrán Torres, ce combat se fait un peu sur le tard pour la carrière de Torres, un peu comme Medel, hein, les deux sont un peu au crépuscule de leur carrière. Et en même temps, Torres le fait pas dans sa catégorie de prédilection, puisque les deux s'affrontent en poids coq et pas en poids mouche. Reste que bon, c'est quand même une très très bonne victoire. Et il va suite à ça défendre son titre contre Kazuyoshi Kanazawa. Kanazawa, c'est un type qu'Olivares a battu seulement 2 ans auparavant par KO au 2e round. Donc les gens n'attendent pas forcément grand chose de ce combat. Reste que Kanazawa, c'est un type qui a beaucoup pris en puissance au cours de ces dernières années et qui va donner un vrai combat à Olivares. Le combat se fera au Japon, dans le même stade où il y avait eu Harada contre Eder Joffrey, premier du nom, et on a failli avoir l'histoire qui se répète. On a failli avoir un combattant japonais qui est vraiment l'underdog à fond, qui vient à Nagoya, qu'affronte le champion invincible et l'un des meilleurs poids coq de l'histoire, et qui fait l'exploit de battre ce gars à la décision. On a failli avoir ça. Le combat Kanazawa-Olivares, pour moi, c'est le meilleur combat de toute la carrière en poids coq d'Olivares, celui que je vous invite à regarder. Il est trouvé sur YouTube en plutôt bonne qualité, j'essaierai de le mettre en description ou commentaire si j'y pense. Et ce combat est juste trop bien. Globalement, Kanazawa est venu faire le combat, en fait. Et il va faire une excellente performance contre Olivares, en non seulement encaissant les coups de ce dernier, mais également en le contrant très souvent lorsqu'Olivares rentre, en réussissant pas mal de fois à le blesser et à l'ébranler. Il y a des moments, je crois que c'est le 4e round, Olivares va à terre, c'est compté comme une glissade. C'est borderline, hein. Franchement, je trouve que des images qu'on en a, ça aurait été compté comme un knockdown, mais ce serait pas un scandale. En gros, donc, si je me souviens bien, Kanazawa met un gros crochet gauche en contre, Olivares vacille un peu, et puis Kanazawa s'appuie un peu pour Olivares, sur Olivares, et Olivares tombe. Du coup, l'arbitre dit que c'est une glissade. Ça se tape, hein, vraiment ça se tape, parce que quand même, il est pas bien, Olivares. Bon, le 13e round est fantastique, vraiment c'est l'un des rounds de l'année 71 avec un Olivares qui passe un bouillon à Kanazawa qui a 2 doigts de tomber, à 2 doigts de KO, et puis on sait pas d'où, Kanazawa qui commence un comeback exceptionnel, Olivares qui se retrouve dans les cordes, 2 doigts de tomber aussi, enfin vraiment le round des fous, et au 14e c'est à se demander comment est-ce qu'Olivares va trouver les ressources en lui pour mettre KO Kanazawa, puisqu'il va réussir à le mettre à terre 3 fois dans le même round, ce qui déclenche du coup un KO à l'époque, hein. 3 knockdowns en un round, c'est un KO.
Et vraiment, c'est à se demander où est aller chercher Olivares ses ressources, cette énergie, cette endurance. Vraiment, ce combat, ça montre l'étendue du cœur et de la puissance et de la capacité d'encaissement d'Olivares. Son travail au corps aussi, dont je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent, qui est vraiment très bon. Vraiment, c'est un combat qui est fantastique contre un challenger qu'on attendait quelque part, pas à ce niveau-là. Finalement, Olivares va faire une dernière défense de son titre avec succès contre un certain Resus Little Poison Pimentel. C'est le dernier champion, le dernier roi sans couronne des coqs de cette époque dont j'ai pas parlé. Pimentel, c'est un Mexicain aussi, qui est un peu comme Medel, est dans les très très hautes sphères de la catégorie poids coq pendant très longtemps. Il a été challenger numéro 1 au titre pendant 3-4 ans, quasiment, si je dis pas de bêtises. Allez, peut-être 2-3 ans, je suis peut-être un peu marseillais. Donc dans les années 64, 65, 66. C'est un type qui aurait dû affronter Eder Joffrey, qui aurait dû affronter Lionel Rose pour le titre, et qui aurait dû affronter Fighting Harada pour le titre. Eder Joffrey, il avait déjà perdu contre Harada quand le combat aurait dû se faire. Et pourtant, aucun de ces 3 combats ne le saura. De mémoire, il y a une fois, il y a eu un problème de contrat, une fois, il s'est blessé, et une fois, il a un problème avec son manager. Ça fait que Pimentel, c'est quand même le type qui a jamais eu sa grosse chance à la gloire pendant toutes ces années, alors que c'est quelque part celui qui était peut-être le plus méritant de toute la KT pendant très longtemps. Et donc voilà, c'est le roi sans couronne. Olivares va quand même lui donner sa chance. C'est sûr que c'est tard. Il faut pas mentir. Le moment où Pimentel a sa chance, c'est sur le tard. Reste que Pimentel est quand même sur une bonne série de victoires. Il a mis énormément de KO dans ses derniers combats. Donc on a quand même envie de dire que c'est encore un boxeur qui est présent. Je sais pas, par exemple, il avait battu par KO Ushiwakamaru Harada, dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Bon, voilà, c'est quand même un type qui est encore présent. C'est sûr que c'est plus le Pimentel d'il y a quelques années. Bon, le combat, ce sera quand même Olivares mettra KO Pimentel en 11 rounds. Ce sera le dernier combat de la carrière de Pimentel qu'annoncera Farscott dans la foulée. C'est sûr qu'il y a un contexte qui fait que cette victoire est peut-être un peu moins belle que si elle avait eu lieu il y a quelques années auparavant. Le manager de Pimentel dira que c'est sûr que 5 ans auparavant, Pimentel aurait gagné. C'est peut-être vrai. Reste qu'avec ça, Olivares termine de cémenter eh bien, la grande qualité de sa carrière en poids plume, en poids coq, puisqu'il termine de faire le grand chelem en fait, de tous les rois sans couronne de cette époque-là. Et il s'impose définitivement comme le roi des rois de cette génération. Son prochain combat, ce sera contre Rafael Herrera. Il va le perdre par KO pour une défense de titre de toutes ses ceintures. Il faut savoir que, donc on est en début de l'année 72, il n'y aura pas un seul round sur une carte d'aucun juge durant ce combat-là, avant de se faire mettre KO. Je reviens pas tant sur ce combat-là parce que en fait Olivares se tue à faire le poids. Il a continué de grandir, il n'arrive plus à faire les poids coqs, et de toute manière il avait annoncé avant le combat que ce serait son dernier combat en coq, qu'il gagne ou qu'il perde. Le fait qu'il perde, ça veut juste dire qu'il a fait un combat de trop. Et à la fin du combat, Herrera sera en pleurs parce qu'il vient de mettre à terre l'une de ses idoles et l'une des plus grandes idoles du Mexique. Olivares, lui, est très content, il se réjouit d'avoir enfin d'être délivré de cette bataille contre le poids pour aller taper les 53,5 kg. Donc voilà, c'est un combat où je trouve ça dur de le prendre vraiment en compte dans la carrière d'Olivares, parce qu'au fond je considère qu'il perd pas vraiment contre Herrera, mais qu'il perd contre la balance en fait, dans ce combat-là. Bon, on peut en penser ce qu'on veut. Reste que c'est sûr que c'est une fin de carrière un peu triste en poids coq pour Olivares. Avant de passer vite fait à sa carrière en poids plume, on voit quand même que c'est un type qui a affronté sur une période de 4-5 ans l'une des générations les plus intenses des poids coq, et en battant énormément de noms excellents systématiquement par KO, avec une seule petite défaite contre Castillo, où il vit un combat extrêmement difficile qui malgré tout il accroche au point jusqu'au bout à cause de sa blessure. Et donc c'est quand même dur, quand on met tout ça en perspective, de ne pas considérer Olivares comme l'un des meilleurs coqs de l'histoire. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais son combat contre Kazuyoshi Kanazawa, dont j'ai parlé un peu en détail, ne sera pas combat de l'année, parce que le combat a eu lieu en 71, et qu'en 71, il y a eu un autre combat de légende, c'était Ali Frazier 1. Et c'est dur d'être combat de l'année quand tu as Ali Frazier 1, bon, c'est tout à fait légitime. Suite à ça, malgré tout, il ne faut pas enterrer Olivares. On est en 72, et Olivares aura une période assez grande de sa carrière qui durera 8 ans, donc en fait même quasiment la majorité de sa carrière en poids plume. Cette carrière en poids plume, elle, comme je disais, elle a déjà été un peu plus décrite, notamment sur YouTube, parce que Olivares est moins dominant. Essentiellement en poids plume, Olivares perd son énorme capacité à mettre KO tout le monde, et donc il est obligé de compter plus sur ses talents de boxeur, ce qui fait que ça fait des combats un peu moins excitants, certains combats qu'il va perdre
parce que en fait il domine jusqu'à ce qu'il se fasse attraper par son adversaire qui lui peut compter sur sa force de frappe. En même temps, ça fait qu'il aura plus de victoires-défaites contre des noms qui du coup vont rentrer dans la légende en partie pour avoir accroché des combats contre Olivares. Donc voilà, ça fait une période un peu plus équilibrée, qui est du coup souvent plus discutée, parce qu'il y a plus de noms intéressants, ou en tout cas qui révèlent, enfin bref, plus de noms considérés comme étant meilleurs quoi. Bon, globalement, il va quand même réussir à devenir 2 fois champion, c'est pas rien. Essentiellement, il va reperdre contre Herrera en poids plume quand il démarre sa transition, hein. Son année 72 est pas très folle, il va à Olivares. Il va gagner contre Bobby Chacon, qui est encore en début de carrière. Il va infliger sa première défaite à Chacon pour devenir champion nord-américain. Il va perdre contre Art Hafey, qui est un très très bon challenger de la catégorie des poids plumes durant ces années-là, par KO au 5e round. Vraisemblablement, Olivares a fait la fête les derniers jours. Il n'a pas du tout pris le combat au sérieux. Il arrive hors de forme et il se fait battre par KO. Il va rectifier ça seulement quelques mois plus tard en prenant sa revanche contre Hafey par décision partagée. Ça va lui permettre d'avoir une chance pour le titre laissé vacant par Ernesto Marcel, qui était donc le titre WBA des plumes. Ernesto Marcel, c'est un super boxeur panaméen c'est un peu Lomachenko à Lomachenko, si vous voulez regarder un peu son style de combat. Il va pouvoir affronter, donc Marcel va gagner contre Arguello, il va se retirer des rings, et une revanche va être organisée, enfin une revanche, le titre vacant va être mis en jeu entre Utagawa Densuke et Olivares. Olivares va gagner par KO et de redevenir champion en poids plume, après avoir perdu son titre en poids coq. Il perdra lors de sa première défense de titre contre Alexis Arguello, qui depuis sa défaite contre Marcel a enchaîné que des victoires. Donc il est sur une série de 4 victoires. Arguello globalement est en train de perdre le combat au point jusqu'à ce qu'au 13e il arrive à frapper Olivares avec un crochet, et Tsepsi le met à terre et à remporter le combat par KO. Ça traduit le fait qu'Olivares n'a plus cette force de frappe qu'il pouvait avoir auparavant dans les catégories plus faibles, alors qu'Arguello lui est dans ses petites catégories à l'époque, puisqu'il ira jusqu'en super léger. Derrière, il va redevenir champion en battant de nouveau Bobby Chacon par KO en 2 rounds. Bobby Chacon, qui était devenu champion entre-temps, qui va vouloir prendre sa revanche contre Olivares et qui va se faire détruire en à peine 2 rounds. C'est la dernière et grosse victoire d'Olivares. On est en 75, hein, c'est son dernier énorme fait d'armes. La suite pour lui, elle est moins glorieuse. Il va perdre contre David Coteil lors de sa première défense par décision partagée. Il va derrière affronter Dani Little Red Lopez, qui est le futur gros champion de la KT. Il va perdre par KO. Derrière, Lopez va battre Coteil par KO et va devenir un très grand champion. Il va faire une dizaine de défenses de titre. Jusqu'à ce que Lopez se fasse battre par Salvador Sanchez par 2 fois. Donc voilà, la boucle est bouclée. Il va derrière réaffronter Bobby Chacon, il va reperdre contre lui. Il va quand même gagner contre José Luis Ramirez, qui est derrière un type qui va être un gros poids léger de toutes les années 80, avec des combats contre Edwin Rosario, notamment combat de l'année contre Rosario, des combats contre Pernell Whitaker. Et il aura une dernière chance au titre un peu donnée contre Eusebio Pedrosa, contre qui il perdra pareil en prenant quasiment aucun round. Bon, il prendra sa retraite en 81, il reviendra en 86, il reviendra en 88. Globalement, c'est pas fameux. La fin de carrière d'Olivares, c'est la fin de carrière d'un type qui va trop loin. Donc c'est pas fameux. On voit que malgré tout, c'est un type qui a eu un gros impact sur la boxe mexicaine, puisqu'il a vraiment engendré dans son sillon un âge d'or dans les années 70, avec, j'en ai déjà un peu parlé, hein, mais des boxeurs comme Pipino Cuevas, comme Carlos Zarate, comme Carlos Palomino aussi, dont j'ai oublié de parler, qui vont instaurer une grosse domination sur leur catégorie de poids respective pendant pas mal d'années, et qui va d'ailleurs continuer dans les années 80 avec Salvador Sanchez, puis ensuite un petit moment de flottement jusqu'à Julio César Chavez qui va arriver et reporter un peu l'étendard de la boxe mexicaine. C'est un type qui a marqué son époque des poids coqs en étant peut-être, j'allais dire, le dernier gros poids coq de l'époque. Mais derrière, il y a une petite période de flottement de quelques années, jusqu'à ce qu'on voit arriver des gens comme Alfonso Zamora ou Carlos Zarate. Donc bon, ça va être aussi une énorme période. Reste que Olivares a quand même combattu dans l'une des meilleures époques des poids coqs, une époque où il y avait énormément d'excellents boxeurs qui avaient tous une prétention légitime à être champions. Olivares les a tous battus, tous par KO, sauf Chocho Castillo, de façon systématiquement très dominante. Il a enchaîné des séries de KO qui sont légendaires. Il a réussi à vendre ticket complet au forum Inglewood un nombre incalculable de fois. C'est un type qui a été incroyablement populaire à ces époques-là. Et je pense qu'on peut sans trop problème dire que Olivares a eu un impact énorme sur la boxe mexicaine. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire ici.
c'est du coup d'autant plus triste que ce soit un type complètement oublié, alors qu'il a fait autant de choses pour la catégorie des poids coqs. C'est un type qui était tellement bon qu'il a été cité comme étant le meilleur poids coq des années du XXe siècle, à égalité avec Carlos Zarate par The Associated Press en 99, et globalement avec Oder Joffrey, ils sont systématiquement placés dans le top 3-4 de la catégorie. C'est un type qui a été panthéonisé à seulement la deuxième année d'institution du Hall of Fame, donc en 91. C'est un type qui d'ailleurs pour cette année-là a pu faire un sparring contre Bob Foster, qui est un ancien super champion des mi-lourds. Bon, évidemment, on est sur un truc purement amical, hein. Un ancien champion poids coq et plume qui affronte un mi-lourd. On se doute bien qu'on n'est pas là pour faire un sparring compétitif. Mais voilà, c'est quand même un peu pour décrire la qualité et l'aura qu'a pu avoir Olivares à travers les années. Et c'est sûr que maintenant, c'est un type qui est oublié. Moi, ça m'embête. Ça m'embête vraiment, d'autant plus que si on creuse un peu cette époque des poids coqs, très vite, si on remonte un peu dans le temps, on peut se rendre compte de la grandeur qu'avait Fighting Garda et de la grandeur qu'avait Eder Joffrey, qui sont deux autres excellents poids coqs dont j'aimerais beaucoup parler, pas aujourd'hui, parce que la vidéo est déjà assez longue, mais dont je parlerai probablement un jour. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Olivares. Si vous voulez vraiment regarder un de ces combats de lui, je vous invite à regarder, notamment en poids coq, son combat contre Kanazawa. J'essaierai de le mettre en commentaire, en description. Il est vraiment super. Sinon, il y a plein de combats de lui en poids plume qui sont très bien, même si voilà, c'est plus le Olivares flamboyant des années poids coq. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, et puis j'espère vous voir dans une des prochaines vidéos. Allez, bye!